Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Là c'est donc mes toutes premières impressions, mon tout premier trajet, la première fois que j'utilise le véhicule avec des impressions à chaud. C'est d'ailleurs l'avant-dernier essai de cette année 2025, le dernier ce sera dans une semaine, la semaine prochaine entre Noël et Nouvel An, l'essai du Hyundai Ioniq 9. Le véhicule qui se trouve derrière moi, c'est un véhicule que je redécouvre puisque le Tesla Model Y, on le connaît déjà, sauf que la version que j'aurai entre les mains aujourd'hui, eh bien c'est la toute nouvelle version, l'entrée de gamme, qui va permettre de faire baisser le ticket d'entrée sous les 40 000 euros, juste sous les 40 000 euros, sans tenir compte des aides en tout genre. Il s'agit de la version standard. Alors bien sûr, pour tirer le prix vers le bas, il a fallu faire des concessions. Est-ce que ces concessions finalement empêchent de profiter pleinement du modèle Y, ou est-ce qu'au contraire on se retrouve avec un modèle Y qui reste un vrai modèle Y avec toutes ses qualités? Eh bien, élément de réponse dans ce premier trajet et puis à la fin de la semaine dans le grand essai. Bon, on va regarder ce qui change d'abord à l'extérieur, on ira faire un tour dans le coffre, aux places arrière et puis évidemment le tableau de bord, qu'est-ce qui change à l'intérieur et qu'est-ce qui change sur la route, on le saura pendant la quelques dizaines de kilomètres que va durer ce premier trajet. Allez, on commence avec l'extérieur. Alors cette voiture d'essai, je déteste ça, mais c'est comme ça, elle est très sale chez Tesla. On n'a pas cru bon de nettoyer le véhicule avant de m'en remettre les clés, ou plutôt la carte de démarrage, mais c'est pas bien grave. On va quand même regarder ce qui change. À l'avant, on a un bouclier qui est complètement différent des versions supérieures, et puis on a un éclairage LED. On a un bandeau continu sur les versions supérieures, sur la nouvelle version du modèle Y. Ici, ce n'est pas le cas. De profil, on remarque les jantes, ou plutôt les enjoliveurs en plastique qui recouvrent les jantes de 18 pouces, enjoliveurs qui sont, je trouve, d'un dessin un petit peu basique. Alors on a une vague inspiration Cybertruck, mais je trouve pas ça très élégant. Et puis surtout en option, il n'est pas possible de choisir autre chose, en tout cas de manière officielle dans le configurateur. Voilà, c'est peut-être un petit bémol en termes de configuration. J'aurais voulu pouvoir choisir, quitte à rogner sur l'autonomie, eh bien des jantes qui soient un petit peu plus flatteuses que celle-ci. Concernant l'arrière, on a là aussi du changement, puisqu'on a plus ce rétroéclairage, ce bandeau rétroéclairé qui se reflète dans la partie incurvée. On a simplement des feux à gauche, à droite, de manière beaucoup plus classique. Tiens, puisqu'on est à l'arrière, on va quand même s'intéresser au coffre. Alors on a fait des économies, mais tout de même, on a gardé l'ouverture électrique. Et ce coffre de plus de 800 litres, banquette arrière en place. Attention, Tesla communique sur le volume du coffre jusqu'au pavillon, alors que normalement on communique jusqu'à la tablette. En tout cas, c'est le cas de la majorité des constructeurs. Cela dit, ça reste quand même énorme, plus de 2100 litres, banquette arrière complètement rabattue. On va pas aller faire un petit tour sous le plancher là, parce que, bah oui, je fais mon petit shopping de Noël. Il y a un cadeau de Noël juste en dessous. J'ai pas envie que son destinataire, qui verra peut-être la vidéo, voit ce que c'est. C'est un petit peu logique. Donc voilà, on connaît la capacité qui se trouve là en dessous et on verra ça évidemment dans le grand essai. Par contre, version standard, on n'a pas de cache-bagages. Ça, je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'on voit vraiment au travers de la vitre arrière? Pas trop par là, les vitres sont bien teintées, quoique un petit peu quand même, on distingue quand même mon sac à l'intérieur. Voilà, petite économie qu'on aurait pu éviter peut-être en plaçant quand même un couvre-bagages, quitte à avoir quelque chose peut-être de moins rigide ou de moins bonne qualité, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui puisse recouvrir le coffre à bagages, ça aurait été plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas encore réglé le siège avant pour mon 1m90, mon 1m90. On va donc pas tenir compte de l'espace au genou, on verra ça dans le grand essai. Par contre, ce que je remarque ici en rentrant, c'est qu'on a une sellerie avec un mélange du cuir vegan, c'est-à-dire du plastique, du simili-cuir, et puis du tissu. Et moi, je vais peut-être être un petit peu à contre-courant, mais moi je trouve ça bien. Je trouve ça plutôt sympa, le tissu. On va voir ce que ça donne en termes de confort. Le siège avant n'est pas encore réglé pour mon 1m90, mon 1m90. On va donc pas tenir compte de l'espace ici, qui sera probablement un petit peu revu à la baisse une fois que j'aurai réglé le siège avant pour moi. Mais qu'à cela ne tienne, on le voit, il y a de la place. La banquette est relativement confortable, en tout cas sur les deux places principales ici à l'arrière. Alors on n'a plus par contre l'écran
derrière, à l'arrière de la console centrale. Non, mais on a 2 prises USB-C positionnées relativement haut. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis au sol, on a toujours ce plancher plat, voilà, qui sera positif pour la personne que vous allez installer sur la place centrale de la banquette arrière. Alors ici, on a la partie centrale qui descend avec 2 porte-gobelets ici. Est-ce vraiment un problème? À ce stade, je ne pense pas vraiment. Et puis ça permet, pendant les longs voyages, de pouvoir avoir accès facilement à ce qui se trouve dans le coffre pour peu que vous ayez organisé les choses correctement. Finalement, c'est assez sympa. Bon, et si on allait faire un petit tour à l'avant, il y a du neuf, notamment pour régler le siège. On y va maintenant. Oui, parce que quand on ouvre la portière, on se rend compte bien qu'il n'y a plus aucun réglage pour le siège électrique ici. Pourtant, le siège est toujours bien à réglage électrique, mais ça va se passer au niveau de l'écran central. Du coup, on va aller faire un petit tour ici, voilà, et je vais régler la profondeur du siège. Ok, on va relever un peu ici. Voilà, je pense avoir correctement réglé mon siège. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en conduisant, je ne vais pas pouvoir le faire, vous voyez, donc il faut être à peu près sûr d'avoir réglé ça correctement, et puis on peut enregistrer. Est-ce vraiment un problème? Ici aussi, si on veut être vraiment objectif, bon, le siège, on ne le règle pas tous les jours. Dès le moment où on peut enregistrer sa position dans un profil, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, je l'ai réglé, je ne vais plus y toucher pendant une semaine. Donc, que ce soit sur le côté du siège ou que ce soit sur l'écran, dans ce cas-ci, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, même chose avec les rétroviseurs. Rétroviseur de gauche, là, ça se passe avec le petit bouton sur le volant. Le rétroviseur de droite. Et on a une pompe à chaleur de série sur cette finition standard et je l'entends travailler, cette pompe à chaleur. Alors sinon, qu'est-ce qu'on observe dans cet intérieur? Eh bien, l'éclairage intérieur, ce bandeau LED au pied du pare-brise qui allait d'une portière à l'autre, qui va d'une portière à l'autre sur les finitions supérieures, a disparu dans cette version d'entrée de gamme. On a donc du tissu sur les sièges, mais également du tissu ici, sur les portières, vous le voyez, également sur la planche de bord ici. Moi, je trouve ça plutôt chaleureux, quoique un petit peu terne. Et ici aussi, on a supprimé l'option, pas de possibilité d'avoir un intérieur blanc, un intérieur qui soit plus lumineux. Ce sera celui-ci ou rien. Concernant le système, là par contre, on n'a pas fait d'économie. On est toujours sur l'excellent système d'infodivertissement de Tesla. Je vais mettre le pied sur le frein et je vais régler, grâce à l'excellente application Tesla, eh bien, la possibilité de démarrer non pas avec la clé, ce qui est un petit peu rébarbatif, avec la carte, ou bien avec le téléphone. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Et la voiture est parfaitement connectée, on le voit ici. Ça, c'est quand même l'un des avantages de Tesla, c'est d'avoir cette application qui est très très bien faite. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec cette application et puis c'est très stable au niveau de la connexion. Bon, on va démarrer, j'installe les petites caméras et puis je démarre direction ma première destination. Je pense qu'on en aura pour une 40aine ou une 50aine de kilomètres. On va voir ça dans un instant. Voilà, les caméras sont installées, vous allez pouvoir vivre avec moi ce premier trajet. 39 km précisément me séparent de ma première destination au volant de ce Tesla Model Y standard, histoire de pouvoir démarrer à droite. Vous le voyez, toujours pas de commodo, non, il faut passer par l'écran. Ça peut se faire de manière manuelle comme ça ou de manière automatique via le système d'infodivertissement. La voiture détecte, en l'occurrence ici il y a un mur derrière, donc a priori la voiture détecte dans quel sens vous allez démarrer et dans ce cas-ci par exemple pourrait enclencher la marche avant. À gauche par contre on a toujours bien le commodo pour les clignotants, on n'est pas allé jusqu'à le supprimer sur le Model Y restylé et ça c'est une bonne nouvelle. Me voici donc prêt à démarrer. Allez, c'est parti, voici les premiers tours de roue à bord de ce Tesla Model Y standard, version donc la plus accessible, sous les 40 000 € en dehors des aides. Alors le bip bip de survitesse, on appuie ici sur la limitation de vitesse sur l'écran et il disparaît. Alors le confort il a été amélioré à l'occasion du restylage de ce Model Y. Qu'en est-il sur cette version standard? Eh bien je dirais là que sur les premières centaines de mètres ça a l'air correct, bien aidé par les roues de 18 pouces. Je dirais que c'est ferme mais sans excès. Voilà, ça absorbe relativement bien, c'est ferme, sans excès, mais il n'y a pas d'inconfort. Alors la puissance a été revue à la baisse également, et je vais pouvoir le vérifier, voilà, dès maintenant en fait. Voilà, le constat il est là, on accélère, ça démarre. Si vous passez à la voiture électrique avec ce Tesla Model Y, clairement,
bah, vous allez trouver que c'est une fusée, même si c'est la version la moins puissante, avec un 0 à 100 en 7,2 secondes, je pense, sur cette version. Ce qui, pour un Tesla Model Y, est lent, hein, puisque la précédente version propulsion qui a été retirée le faisait en 5,9 secondes, je pense. Mais voilà, ça reste très vif. Et alors la bonne nouvelle, comme on a revu l'équipement à la baisse, c'est que le poids est également revu à la baisse. À vide, on est aux alentours de 1900 kg, un petit peu plus de 1900 kg. Ce qui évidemment est tout bénef pour la consommation et donc au final l'autonomie. Le bruit, c'est pas la voiture la plus silencieuse, mais en même temps c'est tout à fait acceptable, hein. Donc pas de souci de ce côté-là non plus. Quand on dit la puissance a été revue à la baisse, ça fait un petit peu peur. Ça reste très très vif. On peut toujours se faire plaisir. Bon, ici on est passé sur un revêtement un petit peu dégradé. Il y a eu quelques bosses, quelques irrégularités au niveau de la route. Bah, le confort, ça reste assez ferme. Alors on n'est pas sur un bout de bois non plus, hein. Les choses se sont améliorées avec la version Juniper du Model Y. Voilà, ça rebondit, ça saute. On n'est pas sur la voiture la plus confortable. Mais si vous aimez la conduite un petit peu plus virile, hein, être davantage en prise directe avec la route, forcément ça va vous convenir. Certainement en situation de conduite plus dynamique. Si vous aimez par contre la voiture la plus confortable, c'est sans doute pas la voiture qu'il vous faut. Ici par contre, concernant le son, c'était un petit peu plus bruyant juste avant, avec un revêtement un petit peu plus granuleux. Ici on est sur un billard et on n'entend vraiment rien. Bruit aérodynamique et bruit de roulement sont parfaitement filtrés, donc c'est extrêmement silencieux. Alors je vais activer le régulateur de vitesse adaptatif. Je pense que ça se passe avec la petite roulette. Oui, exactement. Et je peux augmenter la vitesse ici de 5 en 5. On va régler sur 120 km/h, voilà. Donc là, j'ai régulateur de vitesse adaptatif simple. J'ai pas de centrage sur la voie de circulation. Là, le feu est rouge. Je suis une série de voitures et ça ralentit. Donc le régulateur de vitesse adaptatif fait très très bien son travail. Voilà, avec beaucoup de mordants sur la fin pour obtenir l'arrêt complet sans jamais avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver ou qu'on va trop se rapprocher de la voiture qui se trouve devant. Et elle réaccélère, donc tout ça se fait, me semble-t-il, de manière assez naturelle. Alors j'ai bien sûr possibilité d'avoir également le maintien au centre de la voie de circulation, mais là, le système était réglé sur régulateur de vitesse adaptatif et je ne peux pas changer de mode sans être sur la fonction parking. Ici, je suis sur la bande centrale. J'ai quelqu'un à gauche et donc la voiture ne veut pas que je dépasse par la droite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc elle ralentit alors qu'il n'y a personne devant, mais bien quelqu'un sur la bande de gauche. Alors je vais peut-être pouvoir passer en P parce qu'on arrive à un feu rouge. Et dans ce cas-là, eh bien, autopilote, je me tiens prêt à pouvoir changer. Alors le système était réglé sur régulateur de vitesse adaptatif, donc sans centrage sur la voie de circulation. Ici, si je peux passer en mode P, je vais pouvoir changer de mode, hein, parce que je ne peux pas le faire en roulant. Voilà, je peux passer en P et je peux maintenant du coup activer le réglage avec l'assistance au maintien de cap qui est toujours en version bêta, hein, nous dit-on, dans le système d'infodivertissement et je peux maintenant repartir en marche avant. Voilà, ça redémarre avec toujours le petit bip qui vous indique attention, la circulation reprend, hein, au cas où vous êtes un petit peu distrait. Je trouve ça pratique, on peut le couper également ce bip. Et là je vais activer de la même manière le régulateur de vitesse adaptatif, mais cette fois avec centrage sur la voie de circulation. Voilà, c'est parti. Et là vous voyez, c'est là les petits bémols, hein. C'est que quand je suis en centrage sur la voie de circulation et que je veux changer de voie de circulation, eh bien je dois d'office casser le centrage et ça c'est un peu dommage. Voilà, hop, je casse le centrage. Je trouve ça assez incompréhensible en fait. Ce système est assez incompréhensible. Donc raison pour laquelle sans doute celui qui l'a essayé avant moi l'a laissé en régulateur de vitesse simple, adaptatif mais simple, sans centrage sur la voie de circulation, parce que ce système-là, je trouve, est pas très efficace. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, quand on est en régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie de circulation, donc en conduite assistée, et qu'on met le clignotant, la voiture devrait garder la régulation de la distance, de la vitesse, mais pouvoir donner la main. Là, vous voyez, je suis obligé de casser le système. Et du coup, c'est pas très agréable puisque ça se désactive. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt.
Et au final, voilà, je me retrouve à conduire manuellement. Donc je pense qu'au prochain feu, je vais réactiver le régulateur de vitesse adaptatif simple, sans le centrage sur la voie de circulation, qui pour moi n'apporte pas grand-chose et est même un cran en dessous de ce qu'on pourrait retrouver ailleurs. Et quand on est comme ça sur l'autoroute, à vitesse stabilisée, on n'est pas ennuyé par des bips en tout genre. Hein. Une fois qu'on a désactivé le bip de survitesse, très facilement via l'écran, on n'est pas embêté, il n'y a pas des alertes bip 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 comme sur certaines autres voitures. La conduite est relativement sereine. On est un peu secoué, mais la conduite est sereine. Alors là, on va quitter l'autoroute, on va arriver dans un milieu qui est un petit peu plus urbain. On sait que la maniabilité, c'est pas le point fort du Tesla Model Y. Hein. C'est une voiture qui a un diamètre de braquage qui est assez élevé. Alors évidemment, j'en ai pas encore parlé parce que j'étais sur l'autoroute, mais on est toujours sur l'excellent système de conduite à une pédale qui va vous permettre d'aller jusqu'à l'arrêt complet avec une récupération qui est puissante au lever de pied de l'accélérateur, si vous le souhaitez, autrement dit, si vous levez le pied en une fois. C'est très efficace, évidemment, et en ville, en l'occurrence ici, c'est très agréable. Parmi les touches qu'on a sur le volant, alors j'ai la petite roulette ici à droite qui va me permettre d'activer le régulateur de vitesse adaptatif et de modifier la vitesse demandée. On a ici la commande vocale et puis on a ici l'apparition des caméras. Voilà, donc une définition qui m'a l'air très correcte. Globalement, concernant les matériaux, les finitions, etc., outre le fait, je le disais tout à l'heure, que c'est un petit peu triste parce que c'est un mélange de gris et de noir, c'est correctement assemblé. Voilà, il n'y a pas de défaut majeur, en tout cas, il n'y a rien qui saute aux yeux. Ça a l'air très sérieusement construit. Et puis on a toujours l'excellente cartographie ici, même sur cette version standard. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Je roule avec la voiture durant là 39 km, mais 39 premiers kilomètres à son volant. Mais je peux vous dire que sur les 300 derniers kilomètres, je ne sais pas comment elle a été conduite avant, ni sur quel type de route, eh bien elle a consommé 16 kWh au 100. Consommation relativement raisonnable. Là il y avait un monsieur qui pensait la voiture allait traverser, au final il n'a pas traversé, mais la voiture du coup me prévient, alors qu'il n'était pas encore sur la voie de circulation. Donc c'est plutôt bien, c'est bien vu de la part de la voiture. Bon, ici aussi, avec les rails de tram, les raccords de bitume, etc., on est quand même un petit peu secoué. Et là, bam, on va jusqu'à l'arrêt complet, avec un léger lâchement sur sur les 50 derniers centimètres, pour avoir quelque chose de très naturel, très confortable aussi pour les passagers qui sont avec vous dans la voiture. Voilà, je suis maintenant à 1,2 km, 1200 mètres de ma première destination. Plus que 4 petites minutes de temps de parcours, l'occasion de faire un rapide bilan, de clôturer ce premier trajet. Alors les points positifs, ils sont nombreux, c'est les points positifs qu'on doit reconnaître au Model Y et qui restent bien sûr présents sur cette version standard. Je pense au volume disponible dans le coffre, plus de 2000 litres au total avec les sièges à l'arrière rabattus. Également à l'avant, le frunk, plus de 100 litres également à l'avant, voilà, qui permet de stocker bien plus que le câble de recharge. Et puis autre point positif, certainement sur une version de laquelle on a retiré de l'équipement, donc qui est plus légère, c'est la consommation. La consommation, elle est très basse puisque le poids a diminué et on le sait, le Tesla Model Y, comme toutes les Tesla, est un véhicule particulièrement efficient. La dynamique de conduite également. Alors si vous aimez les véhicules les plus confortables, c'est sans doute pas ce Model Y que vous allez choisir. Par contre, si vous aimez un véhicule à conduire avec une prise assez directe avec la route qui donne des sensations, là ça va vous plaire. Ce véhicule, oui, est ferme, mais n'est jamais inconfortable au point que ça devienne un défaut majeur, en tout cas certainement depuis la version Juniper, la version remaniée. Ça c'est pour les points essentiellement positifs. On a le système d'infodivertissement également, l'application Tesla également, et puis sur les points un petit peu moins positifs, je dirais que la plupart des choses qui ont disparu, on peut s'en passer, comme l'éclairage intérieur, j'en parlais, comme le toit vitré qui est là mais qui est masqué,
On peut s'en passer également, si c'est pour tirer le prix vers le bas. Également la console ici qui est beaucoup plus simple, l'écran à l'arrière également. Toutes ces choses-là sont pas pour moi des choses indispensables. Est-ce qu'au terme de la semaine, j'aurai un avis différent? Est-ce que je vais repérer d'autres petites choses positives ou négatives? Eh bien tout ça, vous le saurez dans le grand essai électrisant de ce Tesla Model Y standard qui sortira dans quelques jours au terme de la semaine que je vais passer à son volant. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. D'autant plus que la prochaine, ce sera le grand essai de ce Model Y en version standard. Si vous avez des petites questions à poser, n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre également dans le grand essai. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci de votre fidélité, joyeuses fêtes et à bientôt.